Bon les amis, comme vous le savez peut-être, sur la chaîne on fait beaucoup de threads d'horreur et j'avais envie de changer un petit peu de thème, donc s'éloigner de la peur pour partir sur la potentielle mort de gens qui n'ont pas eu beaucoup de chance. Ou énormément de chat, selon comment vous le voyez. Aujourd'hui on va partager ensemble deux histoires de survie incroyables à la limite de l'impossible en termes de conditions physiques et de vie, et des trucs affreux qui leur sont arrivés. Et la deuxième histoire, non seulement elle est ouf en termes de récit, mais en plus la personne qui l'a vécu, c'est un mec ultra connu, ce qui en plus de nous prendre au trip durant toute l'histoire, nous mindfuck à la dernière seconde. Cette personne que vous connaissez sûrement, c'est... je vous le dis pas en fait, je vous le dis pas du tout. Oh, ça va. La première histoire se déroule en 2006 et Ricky Meggie, 35 ans, est dans sa voiture en plein désert australien. Déjà, je vous entends de tous les côtés me dire « Mais Julano, mais qu'est-ce qui branle dans le désert australien ?» Et vous auriez raison. Ce jour-là, il compte rendre visite à un ami dans la ville d'Adélaïde et lui, il part de Halls Creek, qui est du coup à l'opposé. Et pour s'y rendre, il n'a d'autre choix que de suivre une route en plein désert, le territoire du Nord. C'est un des endroits les plus arides et les plus reculés d'Australie et aussi l'un des plus dangereux, tout simplement car on n'y trouve quasiment rien. C'est un désert quoi. Notre ami Ricky a 2500 km de route à faire, mais ne vous en faites pas, il est sur l'autoroute, donc ça roule plutôt bien. Et surtout, t'es pas au milieu de nulle part. Jusqu'au moment où Ricky, il dit qu'il va prendre un raccourci qu'il connaît bien, mais seul bémol, cette route elle traverse vraiment le désert, genre en plein milieu. Et il y a généralement pas grand monde à des kilomètres à la ronde. Après un certain temps sur cette route, notre ami remarque 3 personnes en panne, et comme je vous l'ai dit précédemment, il n'y a rien aux alentours. Donc si Ricky ne s'arrête pas pour les aider, ils vont être livrés à eux-mêmes pendant plusieurs jours avant qu'une autre voiture repasse. Donc Ricky s'arrête et propose son aide. Mais malgré sa gentillesse, il reste prudent car il connaît pas vraiment les intentions de ces gens-là et ça reste toujours un gros risque parce que s'il y a un couac, il y a personne qui viendra t'aider. Il décide donc de s'arrêter assez loin des 3 automobilistes et il fait signe à l'un d'entre eux de venir. Et il demande aussi aux 2 autres de rester près de la voiture. Il la joue safe, il a bien raison notre petit Riri. Il apprend qu'effectivement la voiture ne démarre plus puisqu'ils sont à sec, ce qui est généralement une bonne raison pour une automobile de ne pas fonctionner. Il propose alors d'emmener une des 3 personnes à la station essence la plus proche. L'un des 3 automobilistes monte alors avec lui et here we go to the station service. Oh là là. Durant le trajet, il n'y a rien de spécial à noter à part que notre ami, il a une petite boisson posée dans son porte-gobelet et de temps en temps, il se tape des petites gorgées de rhum. Voilà, du rhum coca plus exactement. Donc, il est totalement dans l'illégalité déjà. Et c'est en voulant ouvrir une nouvelle canette que Ricky se sent tout à coup étrangement fatigué. Les couleurs s'intensifient autour de lui jusqu'à se saturer et ses yeux se ferment tout seuls. Et là, il s'endort. Ce que vient de vivre Ricky, ça n'a rien à voir avec la déshydratation ou l'alcool. Ce qu'il a vécu, c'est l'effet de champignons ou de drogues hallucinogènes, comme par exemple le LSD. En gros, il est complètement shooté. Il reprend peu à peu connaissance et il se rend compte qu'il est à l'arrière d'une voiture, qu'il ne met pas longtemps à reconnaître puisque c'est la sienne. Il est encore sous l'effet de la drogue qu'il a pris contre son gré, mais il distingue quand même des sons qui sont en fait des voix au loin qu'il entend, et ces voix au loin, ce sont celles d'un homme et d'une femme. Au début, il se lève et il se dirige vers eux avant de se demander « Mais merde, c'est pas normal cette situation ». Donc il préfère se barrer. Il remonte dans sa voiture, côté conducteur, sinon ça risque d'être compliqué de rouler. Et bonne nouvelle, les clés sont toujours sur le contact. Il démarre malgré ses facultés affaiblies et n'a le temps de faire que quelques mètres avant de voir un homme sortir des buissons à pleine allure et sauter sur son coffre. Celui-ci s'accroche tant bien que mal à la voiture et Ricky a beau donner des petits coups en mode Fast and Furious, des petits coups de volant dans toutes les directions, il a beau accélérer et freiner simultanément, il n'y a rien à faire, le mec il est accroché, tel une sangsue. Au moment où ça ne peut pas être pire, si clairement ça peut être pire en fait, parce que le mec défonce la vitre arrière et il arrive à se faufiler à l'intérieur de la voiture. Ricky et son agresseur sont alors en train de se battre lorsque la voiture fait une sortie de route et nouveau blackout. Ricky, il se réveille à nouveau, il reprend doucement ses esprits lorsqu'il se rend compte d'un truc vraiment pas ouf. Il ne voit plus rien. Alors non, il n'est pas aveugle, il est sous une bâche noire. Celle-ci est lestée avec des pierres, mais c'est pas tout. Il sait qu'il n'est pas tout seul puisqu'il entend en fait la terre bouger au-dessus de lui et il entend des grattements. Ce qu'il entend en fait, c'est pas un mec qui a vu la scène ou qui est tombé par hasard sur Ricky et qui serait venu l'aider. Lui ce qu'il entend, c'est une horde de chiens sauvages qui creusent un trou dans sa direction, communément pour un casse-dalle. Alors là, Ricky il arrive à mettre une main en dehors de la terre et il fait un trou dans sa bouche pour pouvoir crier et faire fuir les chiens. Une fois complètement sorti de sa tombe, Ricky se heurte à une dure réalité, il est seul, à moitié nu, en plein désert. Et surtout, il n'y a personne à des kilomètres à la ronde pour l'aider. Les ravisseurs ne lui ont laissé
que des pièces de monnaie qu'il avait déjà dans ses poches et ses clés de voiture. Mais bien sûr pas la voiture qui va avec. Ricky décide alors de se mettre sur un rocher pour cogiter. Il va prendre plusieurs heures vraiment pour essayer de comprendre ce qui vient de se passer. Il va se demander qui a fait ça, pourquoi, comment ils ont fait pour me droguer. Sauf que Ricky, dans son malheur, il a tout de même un avantage, c'est que malgré son choc, c'est un mec hyper optimiste. Et au lieu de s'apitoyer sur son sort, il décide qu'il va se battre et qu'il s'en sortira vivant. Il va sortir de cet enfer. Il prend alors, rien, parce que concrètement il a plus rien, et il se dirige vers l'Est. Pourquoi l'Est? Tout simplement parce que c'est là d'où il vient, et c'est aussi, selon lui, là où il a le plus de chances de retrouver quelqu'un, comme par exemple la civilisation, un ranch ou une ferme. Comme vous vous en doutez, on est dans le désert et il fait chaud. Non, sérieux? Il fait ultra chaud en fait. 42 degrés en plein cagnard et Ricky il va s'évanouir plusieurs fois à cause de cette chaleur. Il est aussi face à un problème, c'est qu'il est en pleine saison estivale. Autrement dit, il n'y a pas une goutte d'eau. Et à ce stade de l'histoire, il s'est déjà écoulé 36 heures et Ricky n'a toujours pas bu une seule goutte d'eau. Alors faut savoir qu'un humain normal, il est capable de tenir environ 3 jours sans boire. Et c'est dans un environnement normal ça, hein. Pas dans un fucking désert. Donc déjà, numéro 1, il a vraiment besoin de boire. Vous allez me dire, il n'y a pas d'eau dans un désert, alors on boit son pipi. Alors, vraiment, faut savoir que l'urine, c'est un moyen de s'hydrater d'extrême urgence et qui pourra pas survivre comme ça très longtemps. Et heureusement pour lui, il peut laisser son tuyau tranquille, et par tuyau je vais bien sûr dire bite, puisqu'il tombe sur un ruisseau. Ricky s'y jette et il boit des litres d'eau pour récupérer tout ce qu'il a perdu, et il décide même de faire un truc très intelligent, de se laisser porter par le courant afin d'économiser ses forces. Très intelligent comme move. Après quelques jours, Ricky a beaucoup trop faim, et il sait pertinemment qu'il n'y a aucun moyen de manger là dans l'eau, il faut qu'il retourne sur la terre ferme. Il se confectionne alors un abri de fortune qui consiste en des roches empilées, et il fait même son premier repas. Un lézard qui passe par là et il a même pas hésité, il a bouffé direct. Une fois qu'il a passé le cap de manger quelque chose, ses repas quotidiens vont se composer de trucs pas très ragoûtants, comme par exemple des grenouilles, des blattes, des chenilles, des sauterelles et des sangsues, qui doit d'ailleurs bouffer vraiment très rapidement avant qu'elle puisse s'accrocher à l'intérieur de sa bouche. De toute façon, il a pas le choix parce qu'il est en totale survie. Il mange aussi des plantes qu'il teste un peu au hasard, ce qui lui vaut souvent d'être très malade et d'avoir la chiasse, voilà, la coulante, la tourista, parce qu'en fait il y a certains végétaux qui ne sont pas du tout comestibles et notre ami Ricky, il s'y connaît pas trop en plantes. Du coup il a pas trop le choix, il doit tester et faire des essais-erreurs. Ça fait maintenant 3 semaines que Ricky vit dans cet abri de fortune, mais il est face à un nouveau problème. À quel moment ça se finit cette merde? Du coup, il décide de quitter cet endroit et de replonger à nouveau dans ce fleuve afin de se laisser porter, jusqu'à tomber sur une route de terre. Ricky se dit alors que ce chemin est forcément emprunté par des gens et donc il espère être secouru par quelqu'un qui va passer par là au hasard. Et là les amis, nouveau problème. Il arrive devant 2 panneaux à une intersection qui vont dans 2 directions opposées. Ricky ne connaît aucune de ces 2 directions et décide au pif de prendre celle qui s'appelle Walamanga Yards. Quel nom de merde. C'est une situation terrible pour lui parce que non seulement il s'éloigne complètement des seules sources d'eau qu'il avait jusqu'à présent, mais en plus il n'a absolument aucune assurance que les chemins qu'il est en train d'emprunter l'amènent vraiment quelque part. Si ça se trouve, Walamanga Yards c'est à des centaines de kilomètres et il sera mort bien avant d'y être arrivé. Mais toujours avec son optimisme à toute épreuve, Meggy se dit qu'il va s'en sortir et il commence donc son nouveau voyage vers des terres totalement inconnues du coup. Dans son malheur, Ricky il a quand même une petite bénédiction des dieux on peut dire, c'est qu'en Australie, en cette saison d'été, il pleut assez régulièrement. Et du coup, il arrive à boire suffisamment pour rester en vie. Il va même parcourir 90 km. Et après plusieurs jours de marche, il arrive devant un grillage, qui n'est ni plus ni moins qu'un enclos pour le bétail. Sauf que nouveau coup dur pour Ricky, il n'y a rien. Il y a personne, c'est à l'abandon depuis des années. Il décide tout de même de s'y arrêter et de se construire un nouvel abri de fortune. Hein. Et cette fois-ci, il va prendre des tonneaux de fer qui étaient en fait les abreuvoirs des animaux qui vivaient là autrefois. Et en creusant un trou dans le sable, il arrive à s'y faufiler et se protéger des rayons du soleil. Notre ami Ricky, il va rester 7 semaines sous cet abreuvoir, ce qui est giga long. Et du coup, petit à petit, il va même se créer une petite routine, un petit lifestyle quotidien qui consiste à se reposer à l'ombre durant la journée pour pas se faire cramer par le soleil. On rappelle rapidement la température du désert. Et en fin de journée, quand l'air va se rafraîchir, il sort et il va à la chasse et il va aussi se ravitailler en eau. Alors, calmez-vous. En règle générale, ça serait impossible de trouver tous les jours de l'eau et de la nourriture. Mais, comme je vous l'ai dit, Ricky s'est perdu vraiment au bon moment parce que la saison des pluies, c'est très propice au développement de plantes et d'animaux. Donc, dans son malheur, il a quand même le cul bordé de nouilles, hein, ce petit con, parce qu'il a de la bouffe tous les jours. Hein, qu'est-ce que j'entends ? Ah oui, exactement. La chance va lui faire un 360 doublé d'un doigt du milieu très rapidement. Puisqu'un matin, il se réveille avec une douleur insupportable dans la bouche. Et je vous le dis tout de suite, âme sensible, allez faire un tour une minute.
en fait il a une terrible rage de dents qui est ni plus ni moins qu'un abcès dentaire. Donc c'est une énorme boule de pus qui s'est logée sous sa dent et qui lui fait affreusement mal. Ça le fait souffrir de ouf. Et surtout qu'un abcès c'est ultra dangereux parce qu'en fait on peut en décéder si c'est pas soigné correctement. Et Ricky n'a d'autre choix que de s'ausculter lui-même. Il prend donc sa clé de voiture qu'il avait gardée dans sa poche et décide de s'arracher une dent. Il va donc percer l'abcès et la douleur est si abominable que durant l'opération, il dit qu'il va s'évanouir plusieurs fois. Une fois cette boule percée, il y a vraiment une quantité astronomique de pus qui coule. Et en fait, il est tellement affamé que son premier réflexe, c'est de boire un peu de ce pus pour reprendre des forces. Une fois la boucherie terminée, Ricky décide d'aller s'allonger et de se reposer plusieurs jours pour reprendre des forces. Au réveil, il est encore épuisé, il est faible et surtout, nouveau problème. Sa mâchoire avec l'opération a tellement gonflé qu'il ne peut juste plus l'ouvrir. Et du coup, déjà, il doit fermer sa gueule. Deuxièmement, il peut plus se nourrir. Ricky, jusqu'à maintenant, avait fait preuve plus ou moins d'optimisme, mais là, il doit se rendre à l'évidence. Dans son état et sans possibilité de se nourrir, il est cuit. Il sait qu'il sera jamais retrouvé et que c'est dans ce désert qu'il va passer malheureusement ses dernières heures. Ricky fabrique alors une croix qu'il pose sur son abri qui lui servira aussi de cercueil. Cela fait à présent 71 jours que Ricky Meggy a disparu et il n'est toujours pas mort. Il continue alors sa routine quotidienne et là, il entend le bruit d'un moteur. Alors faut savoir que lui s'en préoccupe pas spécialement, tout simplement parce qu'il a de bonnes raisons, c'est que le bruit de cette voiture c'est créé en fait par le vent qui s'engouffre dans les crevasses de sable et les cavernes. Sauf que là, le bruit, il est vraiment pas comme d'habitude. Genre il est beaucoup plus long, il semble pas s'arrêter. Tend alors l'oreille et il entend toujours ce son, mais celui-ci alterne entre les graves et les aigus. Ricky comprend alors que ce qu'il entend, c'est pas le vent, c'est le bruit d'un moteur qui passe les vitesses. Notre ami, avec les dernières forces qui lui restent, il court en direction de ce bruit et il s'effondre au sol. Il vient de donner tout ce qu'il avait. Mais devant lui, s'arrête une voiture. Meggy est sauvé après 61 jours de calvaire, potentiellement à quelques jours de sa mort. Il faut savoir que les deux chasseurs qui l'ont retrouvé au début n'avaient même pas reconnu que c'était un homme devant eux. Il avait tellement maigri, il ressemblait à rien, et pour cause il a perdu 60 kilos. Mec, c'est presque mon poids. Ricky Meggy sera alors secouru et les médecins diront que malgré son amaigrissement extrême, il était plutôt bien hydraté et c'est sans doute ce qui lui a permis de survivre aussi longtemps dans le désert. Ricky déménagera plus tard à Dubaï avec sa copine, une région qui, oui, est construite sur un désert. Tu es très courageux, mais par contre, tu n'apprends pas tes erreurs. La deuxième histoire, les amis, est celle de... Vous allez le savoir plus tard, calmez-vous, calmez-vous. Pour des raisons évidentes d'anonymat, on va faire référence à ce jeune homme de 18 ans en l'appelant Samson. Tout simplement parce que c'est le surnom que lui donnaient ses proches. Et le 25 juin 1950, la guerre de Corée opposant la République de Corée à la République populaire démocratique de Corée éclate. Super changement d'ambiance. Je sais que sans doute de votre ressort et aussi du mien, vous n'êtes pas plus avancé que ça. Et cette info n'était pas très utile, mais c'est pas très grave parce que l'important c'est vraiment de retenir que les États-Unis vont soutenir activement la République de Corée et par ce fait, elle a envoyé des hommes à participer à cette guerre. Et parmi ces soldats, vous l'avez deviné, Samson. Alors à cette époque, comme je vous l'ai dit, il avait 18 ans, donc c'est pas dans ses projets d'aller visiter la Corée, ni de revenir dans un cercueil qui pouvait tirer au sort pour partir au front, et si tu refusais, tu allais directement au casse-pipe, en prison quoi. Comme dirait un certain youtubeur, c'est ciao. Il accepte alors courageusement son sort et il va au Fort Ord en Caroline du Sud qui est du coup un camp militaire. Ça n'a aucune importance dans l'histoire. Ce qui est important néanmoins, c'est que Samson ne partira pas à la guerre. Comme un bon nombre de ses camarades, lui va rester à Fort Ord afin de devenir maître nageur. Je sais, vous vous dites une histoire de survie en piscine, c'est pas incroyable et c'est tout de suite moins impressionnant. Et vous auriez bien raison. Mais c'est pas exactement ça qui va se passer donc... calmez-vous. Grâce à ce job de maître nageur du coup, à la base militaire de Fort Ord, il est tout de même considéré comme un membre de l'armée et il bénéficie donc des vols militaires gratuits, en tout cas tant qu'il porte l'uniforme. Samson décide donc de rentrer voir sa famille et de se mettre en uniforme afin de profiter de ces vols gratuits. Le rat, discret, prudent, intelligent. Notre ami arrive donc chez lui, il passe quelque temps avec sa famille, des paroles sont échangées, des rires sont partagés de façon bidirectionnelle. Ok, vraiment trop d'infos, ça marche. Et au moment de repartir, il se rend compte d'un truc pas ouf, c'est qu'il y a aucun vol de disponible pour rentrer à Fort Ord. Il y a un seul avion en fait qui est dispo et celui-ci ne dispose que d'une seule place puisqu'il s'agit d'un vieux bombardier de la Seconde Guerre mondiale. Samson est donc dans une situation délicate parce qu'à l'armée tu peux pas vraiment ne pas te présenter et comme notre ami n'a pas l'argent pour s'acheter un billet d'avion civil, il décide d'aller parler au conducteur de cet avion et de le convaincre de l'emmener avec lui à Fort Ord. Malheureusement, le seul endroit où Samson pourrait durant ce vol se mettre, c'est dans une pièce dédiée au radar de l'avion. Cette pièce, elle est minuscule et il est quasiment impossible d'y tenir
à l'intérieur plusieurs heures. Et en plus de ça, cette pièce elle est fermée puisqu'en fait elle s'atteint que par le côté de l'avion. Et en gros c'est super dangereux. Et en vol tu peux être coincé à l'intérieur. Enfin bref, les pilotes préfèrent juste prendre son envol, partir en direction de Fort Ord avec Samson dans l'avion. Ah oui, ce petit con, il a réussi un miracle, il a réussi à se foutre dans cette pièce ultra dangereuse et les premières minutes de vol se passent relativement bien, dans le sens où Samson ne meurt pas instantanément d'une mort horrible. Jusqu'au moment où il entend un énorme claquement sourd et il sent une incroyable force se projeter sur lui. Ce qui vient d'arriver, c'est tout simplement que la porte de l'avion s'est ouverte. En fait, si on évite de mettre des gens à l'intérieur de cette pièce, c'est justement pour éviter qu'il se passe des choses comme il est en train de se passer. La porte s'ouvre alors et l'air à l'intérieur de la cabine va se vider. Donc l'air extrêmement pauvre en oxygène va envahir la cabine et provoquer la mort à coup sûr par asphyxie de la personne se trouvant dans la dite pièce. Autrement dit, Samson. Un autre problème, c'est le vent à l'extérieur qui souffle si fort dû à la vitesse de l'avion que si notre ami tente ne serait-ce que de fermer la porte sans s'attacher à quelque chose avant, il sera instantanément aspiré dans le vide et là, encore une fois, c'est ciao. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est néanmoins ce qu'il va essayer de faire, ne me demandez pas pourquoi, mais il va vite perdre espoir parce qu'il va se rendre compte que la force exercée par le vent elle est tellement forte qu'il doit se rendre à l'évidence, il n'arrivera jamais à la fermer. Il décide donc de se faufiler au plus loin de cette minuscule pièce et d'attendre qu'un miracle se produise. Le pilote, en revanche, n'a premièrement aucune idée de ce qui se passe en bas, puisqu'à la base, il n'y a personne qui est censé être dans cette cabine, et surtout pas en plein vol. Donc il n'y a pas de communication possible entre les deux. Mais surtout, le pilote réalise un autre petit problème, c'est qu'il n'y a pas assez de carburant pour se rendre à Fort Ord. Et lui, il réalise ça, tranquille, au-dessus de l'océan. Vous allez sûrement me dire, bah pourquoi est-ce qu'il fait pas juste demi-tour? Ou même pourquoi il appelle pas une base à proximité en urgence pour se poser. La radio fonctionne plus. Voilà, c'est vraiment le plus gros concours de circonstances que j'ai vu de ma vie, c'est abusé. Ils ont une malchance sur ce vol. Du coup, on est déjà dans une situation assez délicate et il faudrait vraiment pas qu'il y ait une merde qui arrive là maintenant, tu vois. Du coup, nouveau problème. Je vous jure, ça n'arrête jamais. C'est l'arrivée d'oxygène cette fois-ci du pilote qui se met à disjoncter et à ne plus fonctionner. Autrement dit, s'il ne redescend pas rapidement en altitude, il va s'évanouir et ils vont tous les deux mourir. En prenant son courage à deux mains, le pilote pique du nez et tente un amérissage. Dans un sens, c'est toujours mieux que de se cracher au sol et en plus, le fait de perdre de l'altitude, ça va redonner de l'oxygène au pilote et à Samson. Ah oui, il faut pas l'oublier lui, hein, il est toujours en PLS en bas. Notre ami Samson n'a que quelques secondes pour se préparer à l'impact. Samson, qui n'avait pas réussi à fermer la porte, voit des litres d'eau glacée rentrer en torrent. Il fait preuve d'intelligence à ce moment-là, ah putain c'était pas trop tôt, et il décide de prendre une grande bouffée d'air et d'attendre que l'eau remplisse la pièce, donc la cabine en entier, pour pouvoir ensuite nager à travers la porte et remonter plus facilement à la surface. Il arrive finalement à sortir la tête de l'eau et le constat est plutôt mitigé. La bonne nouvelle c'est que le pilote et Samson ont survécu. Ils ont aussi eu le temps d'aller chercher 2 radeaux de sauvetage et le pilote a même gardé sa boussole donc ils peuvent s'orienter et ils déduisent qu'ils sont environ à 3 km de la côte. Ça va. Maintenant, petite mauvaise nouvelle, l'eau elle est infestée de requins blancs. La taille de cette bestiole comparée à un humain normal s'il vous plaît. Un autre problème c'est que l'eau elle est hyper agitée et que Samson ne tarde pas à tomber de son radeau. Le pilote aura beau tenter d'aller les chercher, y a pas à chier, les vagues l'éloignent de plus en plus, le brouillard les sépare et les deux hommes se retrouvent tout seul. Alors non seulement notre ami est perdu au milieu de nulle part, mais en plus c'est le pilote qui avait la boussole, vous vous en rappelez? Du coup il a aucune putain d'idée d'où il doit aller. Il fait donc la seule chose qui lui reste à faire, il choisit une direction qu'il pense être l'est et il commence à nager. Dans sa tête, Samson il est vraiment pas serein. Il est partagé vraiment entre l'idée qu'il ne trouvera jamais la terre et qu'au bout d'un moment il va se fatiguer et il va se noyer, ou alors il va se faire bouffer vivant par un requin blanc. Ou les deux d'ailleurs. Hein. Néanmoins, Samson, comme dans beaucoup d'histoires de survie, ne perd pas espoir. Il nage sans relâche dans cette même direction et au bout d'un moment, il transperce la brume et au loin, droit devant lui, il aperçoit des lumières. Samson a retrouvé la côte. Il sent alors une vague d'énergie l'envahir et malgré la mer qui le coule plusieurs fois, Samson, il lâche rien. Il nage comme il n'a jamais nagé et il parcourt environ 2 à 3 km. Il s'approche de la rive, ses forces faiblissent dangereusement et il nous dit qu'il atterrit sur la plage en vomissant. Et dans une fatigue si extrême que s'il était resté 3 minutes de plus dans l'eau, il se serait noyé. Arrivé sur cette plage, il remarque qu'il n'y a personne. Les lumières qu'il voyait au loin sont en fait celles d'une station de radio. Il commence donc à ramper vers ce bâtiment et il va mettre 45 minutes avant d'atteindre la porte. Il toque alors plusieurs fois et la porte s'ouvre. Samson il est dans un choc pas possible alors on l'enroule vite de serviettes et on l'envoie au service médical de la côte qui prendra le relais. D'ailleurs sachez que cette histoire finit sur de très bonnes notes puisque le pilote de l'avion qui avait été secouru, il avait été ramené au même centre hospitalier que Samson et après leurs soins ils ont pu être réunis pour parler de leur inaptitude à s'occuper d'un avion. Après la fin de son service,
Samson retourne au pays et se lance dans le milieu du cinéma et ça marchera plutôt bien pour lui, puisqu'il deviendra tout simplement l'un des plus grands acteurs et l'un des plus grands réalisateurs de l'histoire d'Hollywood. En effet, le vrai nom de Samson est en fait Clint Eastwood. Si vous ne savez pas qui c'est, franchement je suis désolé mais vous me décevez un petit peu. Ça doit aussi être une déception pour vous. Vraiment c'est quelqu'un de très connu, je vous jure. Cette histoire elle est incroyable et elle met fin à cette vidéo qui est presque terminée. Il vous reste tout de même quelque chose à faire les amis. Vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos. C'est ultra important pour moi parce que vraiment YouTube vous recommandera mes prochaines vidéos ou mes anciennes. Et pour ma part je vous fais de gros bisous. C'est vraiment une façon de parler par contre, vous vous calmer tout de suite. C'était Juliano, ciao.